Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Centrafrique toujours sous tension malgré la signature de l'accord entre groupes armés et le gouvernement le 19 juin en Italie. Les violences ont repris dans certaines localités du pays. C'est une grande avancée pour l'État mauricien sur le conflit territorial qui l'oppose à la Grande-Bretagne. Ce jeudi 22 juin, la résolution sur la souveraineté de l'archipel des Chagos a été votée aux Nations Unies. Et puis cette grande première pour un Africain, l'architecte burkinabé Djebedo Francis Kéré se voit chargé de la conception du prestigieux pavillon d'été de la Serpentine Gallery, le célèbre jardin londonien. Mais tout d'abord, les frondeurs de la Renaissance du Bénin ont élu un nouveau président. Il s'agit d'Abraham Zinzin Doué. L'ancien président de la Cour suprême a été nommé lors d'un congrès contesté à Abomey, une réunion qui a aussi entériné l'exclusion du président du mouvement Léadi Soglo, fils de l'ancien chef de l'État Nicéphore Soglo, qui a saisi la justice. La trêve n'a été que de courte durée. En Centrafrique, les violences ont repris dans certaines localités du pays, et cela au lendemain de la signature d'un accord prévoyant le cessez-le-feu entre le gouvernement et les groupes armés paraphé le 19 juin 2017 en Italie. Siamlo Victoria Sedji. En République centrafricaine, le bilan des victimes s'alourdit davantage. Selon les organismes humanitaires, le nombre de personnes ayant perdu la vie depuis les vagues de violence pourrait atteindre 100 000. Ces violences ont aggravé la pénurie de services de santé, plusieurs structures ayant été endommagées ou pillées. Bien qu'en 2015, les violences aient reculé à Bangui et dans certaines régions du pays, les groupes armés encore actifs et le grand banditisme rendent la situation sécuritaire très volatile. En dépit des accords signés et d'un appel au cessez-le-feu émis par les autorités, des affrontements mortels ont repris depuis mars 2017. On s'est rendu compte qu'automatiquement, après la signature des accords, de plusieurs accords qu'on a eus, les hostilités ont automatiquement repris sur le terrain. Alors c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que les groupes armés qui s'engagent dans ces accords-là, est-ce qu'ils le font de bonne foi ou c'est juste une simple formalité qu'ils essaient de faire et puis après faire endormir le peuple, sinon la communauté internationale et tous ceux qui s'engagent à pouvoir aider le pays à trouver la stabilité. Plus d'une dizaine de groupes armés de la République centrafricaine ainsi que des représentants du gouvernement ont signé lundi 19 juin 2017 en Italie à Rome un accord pour un cessez-le-feu immédiat. Un espoir de paix qui attend l'adhésion de toutes les composantes de la société centrafricaine. Non seulement les groupes armés sont allés à Saint-Egidio de bon gré, ils n'y ont pas été forcés. Il y a donc, je crois, il faut aujourd'hui leur donner le bénéfice du doute et espérer qu'il y a vraiment une nouvelle donne, une volonté d'aller réellement vers la paix. À ce jour, les déplacés ou réfugiés représentent 20% de la population centrafricaine, tandis que plus de 2 millions auraient besoin d'assistance humanitaire. Fin d'année 2016, les affrontements entre groupes armés et les exactions contre les civils ont à nouveau pris une ampleur inédite depuis la période de violence extrême de 2013 à 2014. 50 ans après la naissance du contentieux territorial entre l'île Maurice et la Grande-Bretagne, la question de la souveraineté de l'archipel des Chagos au nord de l'océan Indien prend une nouvelle tournure. En effet, à la demande de l'État mauricien, les Nations Unies demandent l'avis de la justice internationale sur la souveraineté des îles Chagos. Ce jeudi 22 juin, la résolution a été votée à 94 voix pour 15 voix contre et 65 abstentions. On écoute à ce propos l'analyse du journaliste mauricien Rabin Boujon, directeur éditorial Dion News. La question de la souveraineté sur les Chagos, c'est une question qui est l'une de ces questions, une de ces rares questions en fait qui mobilise, qui galvanise toute la nation mauricienne et le jour du vote, c'était un grand moment de fierté nationale en fait pour avoir pu réunir 94 votes aux Nations Unies contre seulement 15. Seulement 15, il faut bien le préciser, votent contre, alors que ce camp-là était dirigé par les États-Unis et par l'Angleterre, deux nations puissantes qui ont un rayonnement diplomatique très important au niveau du monde et de l'ONU. C'était une grande fierté nationale de se dire que notre cause, le fait de défendre la souveraineté de Maurice, ait pu recueillir 94 votes en notre faveur, notamment
le bloc africain a été absolument solidaire, le pays les non-alignés également ont été solidaires, et bien évidemment le soutien non négligeable de notre partenaire historique, l'Inde. Les opérateurs de téléphonie sommaient de cesser les transferts d'argent hors zone de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Cette décision de la Banque des États de l'Afrique centrale a pour but d'encadrer plus étroitement les activités de transfert de fonds afin de s'assurer qu'ils ne sont pas liés au financement du terrorisme et les contrevenants, selon la BAC, encourent désormais de lourdes sanctions. Il est le premier Africain chargé de créer un pavillon pour le musée londonien d'art de Kensington Gardens. Francis Kéré, architecte burkinabé, il propose pour la réalisation du pavillon estival de s'inspirer d'un arbre de sa ville natale de Gondo, un lieu de rencontre et de vie. Ibrahima Djumaba. Le jardin de l'emblématique Kensington Gardens, situé à l'ouest de la capitale britannique Londres, accueille présentement un hôte particulier. Pour la première fois, un architecte africain a été sélectionné pour créer le pavillon d'été. L'œuvre est exposée à la Serpentine Gallery de Londres. Francis Kéré a réalisé son œuvre en gardant les liens culturels avec son pays, le Burkina Faso, notamment dans l'usage des couleurs. Blue is something meaningful to me in my country. Le bleu indigo est une couleur qui signifie beaucoup pour moi. Dans mon pays, le bleu indigo est une couleur naturelle et c'est la couleur des grands jours. Je voulais m'habiller dans ma couleur préférée. Le pavillon Serpentine est la plus importante mission de ma carrière et j'ai voulu me montrer avec mes meilleurs vêtements. Le toit est très inspiré par le canopé de l'arbre à l'aide d'une structure en bois teint en jaune maïs. Je voulais qu'il soit chaud, que la lumière passe et brille sur ce bleu et sur les personnes qui l'utiliseront. Francis Kéré a un penchant particulier pour le bois, son principal matériel de travail. Selon lui, l'arbre est un symbole de communauté, un lieu où les gens se rassemblent. Ce pavillon qu'il expose à Londres est une sorte de maison d'été qui n'est pas complètement fermée de l'extérieur. Au contact des rayons solaires, le toit devient doré. To use wood for me to do this pavilion. Pour moi, utiliser le bois dans la conception de ce pavillon est la façon la plus durable de traiter le matériel. Tout d'abord, nous sommes dans un parc royal, nous avons beaucoup d'arbres et le parc respire mieux avec le bois. La structure est soutenue par de l'acier, comme je le ferai au Burkina. C'est donc une structure durable et forte qui aurait une vie après Serpentine. Et il y a déjà beaucoup de gens qui se battent pour l'obtenir. Originaire du Burkina Faso, Francis Kéré a été formé à Berlin en Allemagne. Il travaille en Allemagne et en Chine. L'enfant de Gando, une localité du sud du Burkina Faso, est actuellement engagé dans plusieurs projets au Mali. Son pavillon londonien restera à Kensington Gardens qui abritera la galerie Serpentine jusqu'au mois d'octobre 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.